Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravi aujourd'hui de faire un nouvel épisode de Parlons de votre mental et je suis heureux d'accueillir Florence Alix Gravelier. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Alors Florence est une ancienne joueuse de tennis en fauteuil roulant. T'as un super parcours du coup parce que t'es diplômée d'une école de politique de Bordeaux, tu as fait un MBA en management du sport, tu écris, puisque c'est aussi l'actualité du moment, c'est que tu viens de sortir un livre, tu fais des conférences et tu es très engagé dans le monde associatif à la Fédération française de tennis et au board de Tennis Europe, donc une femme très occupée. C'est ça. Alors, Florence, est-ce que comment tu fais pour faire tout ça, pour être de partout? Je sais pas si j'ai une recette miracle pour ça. Je pense que la première des choses peut-être, c'est que c'est un besoin avant toute chose. Je réfléchis pas tellement en fait. J'ai un besoin d'engagement, un besoin de découvrir des choses, d'être engagé dans pas mal de projets à la fois. J'ai toujours des nouvelles idées, j'ai toujours des nouvelles envies, j'ai toujours cette soif de découvrir, d'apprendre et de participer. Et donc voilà, je pense que la première des choses c'est ça, c'est que je suis en phase. Je l'ai peut-être pas toujours été, ou en tout cas ça n'a pas toujours été conscient, mais je suis en phase avec quelque chose qui est de l'ordre d'un besoin fondamental, quoi, d'un besoin de première nécessité, on va dire. Ok. Mais en tout cas, moi j'ai envie déjà de te dire bravo, félicitations pour tout ce que tu mènes et surtout voilà ton engagement aussi auprès de plein de causes finalement, aussi bien le tennis en fauteuil, mais le fait d'écrire voilà sur des sujets sur la résilience, c'est important aussi d'avoir des intérêts de développement auprès de la Fédération française de tennis, qui est une grande fédération que je connais bien d'ailleurs, puisque moi-même ayant été pendant longtemps bénévole dans des comités, entraîneur de tennis, directeur sportif, voilà, dans une ancienne vie, je peux voir tout le travail que ça peut représenter de s'investir dans une fédération. Oui, c'est sûr que j'y passe quelques heures, j'avoue. Donc je disais, si t'es d'accord, dans chaque épisode, avant de commencer à parler de mental ou du parcours de l'invité, je fais un petit portrait chinois pour que mon invité se présente un petit peu et qu'on puisse découvrir un petit peu ses goûts, ses couleurs, pour mieux la représenter. Ok. Alors, on est parti. Alors, ma première question, Florence, si tu étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi? Je choisirais le bleu de l'océan, parce que j'ai toujours eu ce rapport assez proche avec la mer, et que quand je pense à des images de calme dans ma tête, c'est toujours la mer qui vient en premier. La mer, eh oui, la mer, ça fait du bien, la mer. Exactement. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? Je choisirais Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. J'ai un rapport très fort avec pas seulement avec ce livre-là, avec un peu toute l'œuvre de Saint-Exupéry pour plein de raisons qui tiennent à la fois au contenu et puis à la forme et puis à l'histoire. Voilà, j'ai mon grand-père paternel, enfin beau paternel, était pilote lui aussi, et il avait rencontré Saint-Ex dans ses plus jeunes années, et voilà, il nous en parlait souvent aussi. Donc voilà, il y a un rapport personnel avec tout ça. Si tu devais choisir une fleur, tu choisirais laquelle? La pivoine.
La pivoine. C'est une fleur que je trouve à la fois poétique, romantique, fragile et en même temps forte. Elle est présente. Elle est discrète et elle est présente à la fois, y compris d'un point de vue de son parfum. Si tu devais choisir un objet, lequel tu prendrais? J'aurais dit, il y a quelques années en arrière, j'aurais dit un stylo à plume. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a été un peu... c'est une référence qui est un petit peu obsolète parce que j'écris quasiment toujours au clavier. Mais le stylo, c'est important. J'ai toujours une tonne de stylos quelque part dans mon sac. Souvent d'ailleurs un Bic Cristal ou maintenant les stylos à billes là, qui écrivent voilà, avec une pointe médium. J'aime pas les pointes trop fines. Ok. En plus, pour quelqu'un qui écrit, avoir un stylo sur soi pour noter ses idées, c'est toujours important. C'est ça. Un stylo incarné. Si tu devais choisir une innovation, tu choisirais laquelle? Le téléphone, le smartphone peut-être. En fait, en réalité, le smartphone bien plus que le téléphone, parce que je déteste téléphoner. C'est quelque chose que je fais très peu, mais par contre, c'est vrai que j'apprécie d'avoir tout dans mon téléphone, dans mon smartphone pour quand je me déplace et de pouvoir rester connecté en permanence avec ma famille, avec mes amis et peut-être quelque chose qui m'a pas mal manqué quand j'étais plus jeune d'ailleurs et que je voyageais beaucoup. Ce sentiment parfois d'éloignement et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'a plus. Moi j'ai beaucoup d'amis qui sont loin et je trouve ça sympa de pouvoir se parler un peu maintenant très très facilement et sans que ça soit extrêmement onéreux d'ailleurs. C'est vrai que c'est devenu un indispensable pour communiquer et puis tout le monde est finalement connecté très facilement maintenant. Ouais. Allez, on passe quand je voyageais, je me disais passeport carte bleue. Maintenant, je me dis passeport carte bleue téléphone. Effectivement. Allez, on passe sur un registre un petit peu plus culinaire. Si tu devais choisir un plat cuisiné, tu choisirais lequel? Je pense que je choisirais un steak frites plus pour la valeur d'enfance et voilà ce que ça me rappelle de mes plus jeunes années, chez mes grands-parents notamment, c'est un peu le plat traditionnel du dimanche. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, je mange quasiment plus de viande, donc je sais pas si c'est une référence toujours très actuelle, mais il y a quand même cette espèce de Madeleine de Proust là-dedans. Effectivement, c'est vrai que le steak frites, c'est une valeur sûre de l'enfance, ça. Steak frites. Ouais. Allez, on reste sur le côté culinaire, mais un peu plus dans le sucré. Si tu devais choisir une pâtisserie, tu choisirais laquelle? Sans hésiter du tout, un gâteau au chocolat, quel qu'il soit, mais si possible un gâteau maison, un fondant au chocolat, une charlotte au chocolat, voilà. J'aime pas tellement les pâtisseries de chez le pâtissier, mais j'adore le chocolat. Ok, c'est noté. Pour le chocolat. Allez, on sort du registre culinaire. Si tu devais choisir une planète, tu choisirais laquelle? Je choisirais pas forcément une planète. Je choisirais la Lune. Il y a quelque chose pour moi de je sais pas, d'intriguant, peut-être encore là aussi de romantique. Il y a cette expression qu'on a en Angleterre qui dit je t'aime jusqu'à la Lune et retour. Et pour moi c'est voilà, il y a quelque chose dans cet astre-là qui est extrêmement symbolique et extrêmement fort, je pense. Effectivement. Et puis hier, c'était la première pleine lune de l'année 2022. Mais j'ai une grosse sensibilité à la lune en plus, d'un point de vue personnel, sommeil, humeur, tout ça. Donc la lune, c'est un astre très féminin aussi, je pense. Si tu devais choisir un moment de la journée, lequel choisirais-tu? Le lever du soleil. Le lever du soleil, le lever du jour d'une manière générale. Avec les années, je suis devenue. Enfin, j'ai jamais été extrêmement lève tard, mais maintenant je suis devenue plutôt très lève tôt. Et vraiment, c'est un moment que j'aime beaucoup. Alors j'aime le coucher du soleil aussi d'ailleurs, mais ce moment de lever du jour où il y a pas grand monde, où on peut que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est un moment d'introspection, de calme et puis d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle journée qui se lance. Si tu devais choisir un art, lequel tu choisirais?
La musique. Ça, là aussi, je suis assez sensible aux arts. J'aime beaucoup la peinture. J'aime l'expression artistique d'une manière générale. Mais la musique, il y a un truc extrêmement particulier. Là aussi, extrêmement fort dans tout mon parcours. Tout mon parcours que je qualifierais de résiliente a été accompagné par de la musique. Et dans le livre, j'utilise beaucoup de morceaux. J'essaye de revenir sur des choses parce que je crois que d'aussi loin que j'ai des souvenirs associés à des morceaux de musique, en fait. Pas toujours de bonne qualité, hein. D'ailleurs. En parlant de qualité, si tu devais être une qualité, tu serais laquelle? Je dirais la gentillesse, la bienveillance, l'empathie peut-être. Voilà, quelque chose autour de ça. Jamais très bon pour se qualifier dans ses qualités. Non, c'est vrai, c'est pas facile. On va toujours souvent chercher à l'inverse nos défauts, mais c'est vrai que... Les défauts, je peux en citer une dizaine, hein, mais... Voilà, nous on va rester sur les qualités, c'est mieux les qualités. Mais bon, parfois nos défauts sont aussi des qualités. Alors moi je dis souvent, il y a un truc que je dis souvent et qui est pour moi extrêmement vrai, c'est que on a tous les défauts de ses qualités et l'inverse en fait. Il y a pas une seule qualité, enfin c'est vraiment les visages de Janus, cette histoire de qualité et défaut, parce que je citais la gentillesse ou la bienveillance, mais c'est pas toujours une qualité non plus. Il faut pas non plus être dans le trop de gentillesse, ou il faut pas être dans la surempathie. On peut étouffer les gens à force de gentillesse aussi. Donc même les plus belles des qualités sont parfois des défauts, et inversement, souvent quand on a un défaut, c'est parce qu'on a une fragilité et qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à il y a une frontière qu'on a du mal à poser pour trouver le bon équilibre. Allez, une petite dernière, et puis après on basculera sur la thématique du podcast, hein, le mental. Mm-hmm. On commencera par ton parcours. Si tu devais choisir une saison de l'année, laquelle tu choisirais? Le printemps, je crois aussi. Enfin, j'allais dire un peu dans le même esprit que cette question de se lever, du lever du jour. J'aime l'idée des jours qui rallongent. J'aime bien la promesse de quelque chose qui redémarre. Voilà, j'aime. Après, j'aime un peu toutes les saisons. J'ai pas une grande passion. Si on était dans les mois, j'ai pas une grande passion pour le mois de novembre. Mais après, globalement, j'arrive à peu près à trouver des choses qui me plaisent dans tous les autres mois de l'année et dans toutes les autres saisons. Ok, maintenant on te connaît un petit peu mieux. Enfin, en tout cas, un petit peu mieux tes goûts et tes couleurs. On va commencer un petit peu par ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? J'ai du mal à... Je trouve ça toujours difficile quand on parle de parcours, parce que d'abord, il y a plein de choses dans mon parcours. Il y a des choses qui sont très visibles, et puis il y a tout ce qu'il y a eu en dessous pour atteindre justement ce qui se voit. Et moi, j'attache beaucoup moins d'importance aujourd'hui, en tout cas, à ce qui se voit, c'est-à-dire les succès sportifs, les médailles aux Jeux paralympiques, ce genre de choses, qu'à tout ce qui se voit pas. Et c'est peut-être justement pour parler de ce qui se voyait pas et de ce qui avait permis d'arriver à ce qui se voit, que j'ai décidé d'écrire le livre, l'idée étant de dire que dans tous les parcours, il y a un mélange de bonheur et d'adversité, et que même dans l'adversité la plus difficile, on apprend des choses, on vit des belles choses, parce que on rencontre des personnes qui vous tendent la main, qui font un bout de chemin avec vous. Moi, je dis souvent que si j'avais pas rencontré le handicap et tout ce que ça a impliqué comme difficulté dans mon parcours, j'aurais eu cette possibilité de faire du sport à haut niveau et de devenir la personne que je suis devenue. Donc voilà, il y a beaucoup de j'allais dire toute cette question de la dualité de la vie qui se retransmet dans mon parcours, je crois. De quoi es-tu le plus satisfaite? Je crois d'être arrivée là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment où
j'ai globalement un peu fait la paix avec tout et j'ai tout à peu près trié dans ce que j'ai fait. Comment dire ça voilà, tout a pris du sens en fait. Tout a pris du sens et je suis plus en train de me battre par rapport au fait d'avoir rencontré ce handicap, à ce que ça a pu apporter de difficile ou de douloureux en moi. J'ai l'impression que ces cicatrices-là, elles existent, hein, elles sont visibles et j'ai réussi à la fois faire la paix avec elles et en même temps à les apprécier. Il y a une phrase de Maurice Mimoun qui est un chirurgien plasticien assez reconnu, qui s'occupe beaucoup des grands brûlés d'ailleurs, qui dit dans un livre qui s'appelle L'impossible limite, qu'on peut jamais effacer une cicatrice et que la cicatrice elle reste toujours évocatrice de ce qu'il a causé et que plus que de l'effacer, souvent ce qu'il faut faire c'est que il faut réussir à la transformer et à en faire un objet qui a une nouvelle signification et pour moi c'est assez juste quoi. Je me dis que quand je regarde les cicatrices que j'ai, y compris physiques d'ailleurs sur mon corps, j'ai plus ce sentiment de quelque chose de dur ou de brutal. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui m'a apporté aussi beaucoup dans mon parcours, qui m'a forgé comme je suis et donc que c'est quelque chose de plutôt j'allais dire finalement peut-être de plutôt positif aussi. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que ça te parle? Je sais pas trop, je sais pas tellement manier cette question du possible et de l'impossible. C'est toujours difficile parce que d'abord c'est une frontière qui est souvent délimitée par l'extérieur avant même ou par l'entourage ou par l'environnement, on va dire, avant d'être intégré par la personne. Un enfant, ça aussi c'est une métaphore que j'utilise beaucoup, mais un enfant qui apprend à marcher, il se pose pas de questions en fait. Un enfant qui apprend à marcher, il tombe et il se relève et il recommence et il recommence et il recommence. Et puis quand on grandit un peu, qu'on a des difficultés de santé, on a soi-même cette idée que peut-être on pourra pas tout faire, mais surtout on a autour de soi et pas forcément, c'est pas toujours les parents d'ailleurs. Hein. Moi j'ai eu plutôt des parents au contraire qui ont été toujours dans cette idée de penser que je pourrais faire à peu près tout ce que j'aurais envie de faire. Même quand ils en doutaient, ils se sont toujours donné les moyens de me permettre d'aller là où je voulais aller, mais l'entourage au sens large, c'est-à-dire parfois le corps médical, l'école, l'université, l'entreprise, le monde du sport, les médias, tout ça édicte un certain nombre de normes qui disent bah ça, si tu ressembles à ça, tu peux le faire ou tu peux y aller, puis ça, si tu ressembles pas ou si t'es pas dans cette case-là, tu peux pas le faire et tu peux pas y aller. Et moi ça me voilà, je pense que ce sont des limites qui sont posées très tôt aux gens dans leur tête et c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui moi je m'engage dans tout ce que je fais. On évoquait au tout début du podcast le pourquoi je fais tout ça ou le comment je fais tout ça. J'allais dire que la clé de voûte elle est toujours la même, elle est de faire qu'à un moment donné tout le monde dispose des mêmes accès, des mêmes possibilités, même s'il faut parfois apporter des coups de main, des réponses supplémentaires à des besoins plus spécifiques qui sont émis par les uns ou par les autres. Et voilà, je crois que ça c'est un point important pour moi. Alors je me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce qui était possible ou qu'est-ce qui était pas possible pour moi. Souvent quand on m'a dit ça c'est pas possible, c'est le moment où j'ai eu envie de le faire. Et puis petit à petit, au cours de ma vie, je me suis beaucoup plus penchée sur finalement, peu importe ce qui est possible ou ce qui est pas possible, ce qui compte le plus, c'est ce que j'ai envie ou ce que j'ai pas envie de faire. Et je vais prendre un exemple qui est complètement différent par rapport au champ du sport. Quand j'étais en 6e, je crois, ou en 5e, j'ai été dispensée de chanter par la prof de musique qui trouvait globalement que je chantais comme une cave, hein, je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc elle avait dit que j'avais un souffle dans la voix et par conséquent j'étais dispensée de chant. Et en réalité,
pour moi qui ai toujours aimé la musique, c'est un truc qui a toujours été assez douloureux. Et puis en fait, il y a 2-3 ans, pour là encore plein de raisons personnelles, j'ai décidé de prendre des cours de chant. Et j'ai rencontré une personne qui est vraiment topissime, qui est bien plus qu'une prof de chant, qui est plutôt quelqu'un qui accompagne les techniques vocales et il y a tout un trajet autour de la confiance en soi aussi adossé à ça. Et elle me dit mais en fait, Florence, personne chante mal ou personne chante faux. Il y a des gens qui chantent naturellement plus facilement ou mieux que d'autres, mais le reste c'est du travail. Et si t'as envie de faire ce travail, t'es prête, tu peux le faire. Donc c'est vraiment aussi ça, cette question des limites, c'est ce qu'on met dans la tête des gens parfois parce qu'on n'a pas tellement envie de s'embêter avec des chemins détournés qui vont prendre un peu plus de temps. Et là, les encouragements aussi, et ça moi je m'en rends compte bien plus encore aujourd'hui en tant que maman à mon tour, en tant que parent à mon tour, mais moi j'ai toujours reçu beaucoup d'encouragement de la part de mes parents et de mon entourage. Et je crois que dans le tennis, parce que quand moi j'ai démarré à jouer au tennis en fauteuil, il y avait très peu de jeunes. Très peu de jeunes, c'était quand même un truc qui était beaucoup plus tourné vers des gens qui étaient blessés médulaires, donc suite à des accidents de la circulation. Donc c'est plutôt des gens qui arrivaient au mieux, on va dire à 25 ans dans le truc, mais la plupart des gens qui m'entouraient, ils avaient plutôt passé la trentaine quand moi j'avais 16-17 ans. Donc il y avait quand même un delta. Il y avait très peu de filles. J'ai longtemps été en France globalement la seule fille à faire de la compétition internationale. Il y en avait eu une avant moi, une ou deux, puis voilà, il y avait 2-3 filles qui jouaient de façon un peu régulière, mais pas du tout au même niveau. C'est-à-dire que quand j'étais en compétition à l'international, j'étais soit avec des filles étrangères, soit la plupart du temps avec des gars. Et puis j'avais ce truc aussi qui était que moi je pouvais marcher. Même si je marchais pas très bien, même si je marchais avec une canne, même si c'était douloureux, comparativement à beaucoup de gens qui étaient exclusivement en fauteuil ou avec un membre amputé ou voilà. Et donc c'est vrai que j'étais pas toujours extrêmement bien regardée, on va dire, que j'ai pas eu toujours le soutien que j'aurais pu avoir. Et ça a été un moment assez difficile dans mon parcours parce que j'avais l'impression de me battre contre moi et de me battre aussi pour avoir le droit de faire ce que je faisais et je dis ça aussi souvent que j'appartiens à un corps intermédiaire qui est celui des gens qui sont ni complètement valides ni parfaitement handicapés. Et c'est vraiment deux mots qui sont importants, c'est-à-dire que en fait je suis pas valide, je le serai jamais parce que j'aurai toujours une part, même si j'ai marche mieux que d'autres, il y aura toujours une part de moi qui marchera moins bien que quelqu'un qui a complètement ses fonctionnalités des membres inférieurs et en même temps pour plein de personnes handicapées, je suis pas parfaite, je suis pas tout à fait comme eux et ça a été quelque chose qui a pas été toujours très simple à vivre et qui me fait dire que l'encouragement, l'accompagnement, l'éducation positive, tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance, pas forcément au sens on permet de se plaindre ou de voilà, mais dans le sens je t'encourage parce que tu essayes et je te pousse à continuer à essayer et je te pousse en avant peu importe ton résultat. Et là aussi quelque chose que je trouve extrêmement positif dans le système éducatif britannique où chaque semaine les enfants reviennent avec une petite étoile parce que ils ont bien travaillé, parce qu'ils se sont engagés, parce qu'ils ont progressé dans un domaine, même s'ils n'ont pas eu une super note au contrôle de maths, ils se sont donné du mal à faire le graphisme ou à répondre à des questions à l'oral, bref, et ils ont un encouragement pour ça. Et je crois que c'est vraiment une notion qui est extrêmement importante aussi dans le parcours mental des enfants. On a toujours tendance à confondre la bienveillance avec une espèce de surtolérance et de gentillesse quelque part qui serait néfaste à l'engagement des enfants. Moi, je le prends comme quelque chose qui peut au contraire doper la motivation. J'ai pas vraiment besoin de choses. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qui est de l'ordre du fonctionnement atypique.
il se trouve que j'ai un fonctionnement intellectuel et émotionnel atypique qui a été dépisté, mais comme je disais, j'ai ce besoin d'apprendre, de savoir, de comprendre, d'avancer, voilà. Et en fait, ce besoin-là, il nourrit une motivation à faire en permanence. Donc, j'ai rarement besoin de me remotiver. J'ai parfois besoin de trouver des méthodes pour maintenir ma motivation dans des rails, c'est-à-dire aller au bout d'un projet, passer le cap qui est difficile à passer, tout ça. Mais j'ai la chance, en tout cas, de pas ressentir le besoin de me remotiver pour faire quelque chose. Le sens est le moteur de mon action, et puis j'arrive, et ça encore, je sais pas si c'est de l'ordre d'un fonctionnement naturel ou si c'est des années d'un parcours dans tout ça qui fait que je me suis auto-formée, et je pense qu'il y a une partie des deux, c'est un mélange en tout cas, mais la réalité c'est que j'arrive en permanence quand même à apercevoir le côté positif des choses, et même si j'ai des moments de découragement, attention, je suis pas Wonder Woman non plus du tout, mais très vite j'arrive à rationaliser les choses et à avoir un plan qui me permet d'avancer. Et je pense au parcours de rééducation, et récemment, enfin c'était en 2019, j'ai été de nouveau opérée de ma hanche, et c'est un long moment en rééducation, et c'est difficile la rééducation et réapprendre à marcher. Réapprendre à marcher à l'âge adulte, c'est faire un pas en avant pour 2 ou 3 en arrière en fait. Donc pendant longtemps on recule. C'est difficile de garder la motivation quand on fait des pas de fourmi quoi. On avance à pas de fourmi. Je me souviens un jour chez le kiné, il me dit aujourd'hui on va apprendre à s'asseoir. Et je l'ai regardé avec un air un peu un peu désespéré en lui disant mais comment ça on va apprendre à s'asseoir, enfin s'asseoir c'est un geste tellement basique, tellement inconscient, quelque chose qu'on fait sans y penser, et il m'a mis face au miroir et il m'a dit assieds-toi et regarde-toi t'asseoir. Et effectivement, quand je me suis regardée faire, je me suis rendu compte qu'en fait je penchais sur mon côté droit, qui était le côté qui avait toujours supporté mon corps pour compenser mon côté gauche qui a ce handicap, et donc en fait j'avais une façon de m'asseoir qui était absolument pas physiologique, et donc on a réappris à s'asseoir. Mais pour pouvoir accepter quelque part et pour pouvoir avoir la motivation de faire cet apprentissage là, j'avais besoin effectivement de voir et de comprendre pourquoi il fallait le faire. Et une fois que j'ai compris pourquoi il fallait le faire, après j'ai pas de limites. Si tu devais nous donner une définition du mot mental, ça serait laquelle pour toi ? Je commencerai par lui donner des qualificatifs, par lui associer d'autres mots, la santé, l'équilibre et le bien-être. Parce qu'en fait, on a toujours tendance à associer mental en tant qu'adjectif, notamment à la notion de préparation et à tout ce que ça implique de travail. Moi, j'aime bien l'associer aussi à la question du résultat, c'est-à-dire une sorte d'état dans lequel on se trouve, qui est jamais un état permanent d'ailleurs. C'est pour ça que il faut toujours un peu travailler. Mais voilà, cet état où on se trouve en phase avec soi-même, avec ce qu'on a envie de faire, avec ses potentialités, et où on est prêt à travailler pour atteindre pour toucher du doigt les rêves qu'on fait pour soi-même ou pour les autres. Et pour moi, le mental, c'est vraiment une des composantes de l'action. Il y a l'action au sens physique, au sens du geste. Il y a l'action au sens de la stratégie, au sens de la tactique quand on est dans le sport. Et puis il y a l'action dans la tête, mais pas uniquement au moment où on est sur le terrain en train de jouer un match, en train de jouer un point dans un tournoi important, à tous les moments du parcours qui a amené jusqu'à ce point, jusqu'à ce match, jusqu'à ce moment, et surtout peut-être encore plus dans ce qui va se passer après ce point, après ce match et tout ça, parce que chez les sportifs on parle beaucoup de l'avant, de la préparation qui amène à une victoire ou à une défaite
parfois, mais en tout cas au match clé. Et on parle rarement de ce qui se passe après, de la préparation mentale postérieure, on va dire. C'est pas forcément très simple. Il y a beaucoup d'exemples dans le sport qui montrent à quel point c'est difficile de rebondir après des défaites, mais aussi et peut-être encore plus après des victoires. Et je pense à des mots de Yannick Noah qui dit il faut aimer le chemin, mais il faut aussi surtout savoir pourquoi on fait les choses et quel est son why, son pourquoi intérieur, parce que déjà il faut se lever tous les jours pour s'entraîner, pour s'entraîner, pour matcher, pour aller en compète quand tout le monde fait d'autres choses, quand on rate les mariages, les anniversaires, les fêtes, les enterrements et tous les événements importants de la vie. Mais il faut aussi savoir pourquoi on a voulu atteindre un objectif, parce que le jour où on l'atteint, on se retrouve désemparé et à plus savoir quoi faire de la victoire. Il dit on peut rêver de gagner un grand chelem, si on n'est pas au clair sur ce que ça va nous apporter dans la vie, on saura pas quoi en faire de cette victoire, même si elle est très belle sur un palmarès. Et on parle très peu de la préparation mentale d'après, en fait, de ce qui va se passer après. En quoi elle consiste, votre préparation mentale? Alors toujours, sachant, enfin moi je suis un ovni, je suis un contre-exemple de la compétitrice classique. D'abord, très clairement, je suis pas une compétitrice de base. Je déteste le combat, je déteste le conflit. Alors le combat au sens personnel, au sens de l'évolution et du développement personnel, ça, j'ai des ressources, j'ai des ressources quasiment inépuisables. Mais le combat au sens combat de boxe par rapport à un adversaire, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement inhibant. C'est absolument pas naturel. Je veux dire très clairement, dans une vie normale, j'aurais jamais dû être joueuse de tennis et surtout pas à haut niveau. À la limite, si j'avais eu à faire un sport de haut niveau, j'aurais probablement fait un sport d'équipe ou un sport individuel qui demande à se battre contre un chrono, même si j'ai horreur de ça en vrai, mais la natation ou quelque chose comme ça, parce que le chrono c'est soi en fait, c'est d'abord soi, on n'est pas que dans le combat avec les autres. Mais le tennis c'est pas physique direct, mais on est quand même dans cette rhétorique de devoir mettre un adversaire au tapis et donc de devoir lui casser un peu la figure quoi, au sens mental du terme. Et si on ajoute à ça le contexte du tennis en fauteuil, particulièrement à l'époque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais ça le reste quand même, ou parce qu'on était une toute petite discipline, on était très proches les uns des autres, on s'entraidait beaucoup. Les joueurs et les joueuses que moi je rencontrais sur le circuit, la plupart d'entre elles c'était mes copines. Giske Griffion que j'ai battue pour avoir une médaille de bronze à Pékin. C'est une fille, on se jouait 20 fois dans une saison, puis le reste du temps quand je rentrais en Europe, j'allais passer les week-ends entiers chez ses parents à côté d'Amsterdam, et puis elle est venue chanter pour mon mariage. Enfin voilà, on avait cette relation de grande proximité, presque familiale, et en même temps on était adversaires. Donc pour quelqu'un qui déteste la compétition au sens adversaire et combat, et en plus dans un contexte comme celui-là, c'est extrêmement difficile. Oui, j'ai dû travailler tout le temps. Et en plus, de toute façon, par nature, je suis quelqu'un d'extrêmement intellectuel. Je disais tout à l'heure, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de sens, j'ai besoin d'avoir une méthode. Et voilà, ça aussi, c'est un truc. J'ai fait Sciences Po Bordeaux. C'est des études qui sont très méthodologiques en fait. Hein. C'est pas vraiment c'est de la politique, mais c'est quand même d'abord de la méthodologie. C'est les écoles qui préparent à la haute administration publique, et on ressort de là en voyant la vie comme un plan en 2 parties quoi. Et en fait ça m'a vachement aidé dans ma carrière sportive ensuite, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec un plan et avec une méthode. Et il y en a qui se raccrochent au physique, il y en a qui se raccrochent à leur talent technique, il y en a qui ont un super service. Et en fait, moi, j'avais une méthode. Est-ce que selon toi, il faut un plan pour réussir?
Je sais pas, c'est personnel peut-être. Je crois que il faut quand même déjà se voir réussir et se penser en situation de réussite. Mais oui, après, je crois qu'il faut avoir un plan qui permette d'aller vers cette réussite. Mais la plupart des plans qu'on met en place, ils oublient, oui, il rate certaines parties. C'est-à-dire que pour pouvoir déployer un plan, il faut d'abord avoir fait connaissance avec soi, mais de manière extrêmement objective et extrêmement profonde. Alors c'est rarement possible quand on est tout jeune, mais il y aura toujours des nouvelles choses qu'on va découvrir tout au long du parcours et qui vont venir s'ajouter à ça. Et moi, je me dis que si je devais rejouer au tennis aujourd'hui, je serais une athlète bien différente, évidemment, que celle que j'ai été quand j'avais 20 ans. Mais je crois que la plupart du temps, quand on déploie un plan, quand on déploie une méthode, on a un peu tendance à aller jouer que sur ce qu'on sait être ses forces ou ce qui apparaît comme assez évident. Et c'est aussi pour ça, je crois, que beaucoup d'athlètes manquent une grosse partie de ce qu'il leur faudrait pour vraiment donner complètement libre cours à leur potentialité. Et donc ça veut dire que oui, il faut une méthode, mais je pense qu'il faudrait que tous les athlètes très tôt aient un accompagnement psychologique de qualité pour comprendre tout ce qui sont dans leur personnalité, pour vraiment pouvoir mettre en place le plan adapté à cette personnalité. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Quels sont leurs objectifs? Mais pourquoi ils ont ces objectifs? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ou dire à travers ça? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et ça, là-dessus, c'est extrêmement intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les athlètes en situation de handicap, mais aussi chez les athlètes qui sortent de milieux complexes. Je dirais pas forcément défavorisés, mais complexes, parce que peu importe, il s'est passé des trucs dans leur enfance, ils ont eu un chemin de vie qui a pas forcément été toujours facile et tout ça, parce que il y a une résonance à la performance qui est pas forcément la même que chez n'importe quel autre gamin qui se lance dans le sport de haut niveau. Et voilà, je pense que tout ça, il faut le comprendre et il faut le digérer avant de pouvoir mettre en place un vrai plan d'action. Cette notion de créativité, c'est aussi ce qui va permettre aux gens de continuer et de durer, parce que je le disais tout à l'heure, il faut déjà il faut quand même être fort, et il faut aimer ce qu'on fait pour voyager tout le temps, pour s'entraîner tout le temps, pour tenir l'hygiène de vie. On parlait d'un plan, mais pour tenir ce plan, pour déployer ce plan à la perfection, c'est-à-dire sans se donner d'excuses. Moi, je vois beaucoup d'athlètes qui disent ouais, mais t'as vu, je m'entraîne dur, là, je fais relâche, là, je peux aller faire un peu de shopping, là, je pars en vacances, là, je fais ci, là, je fais ça. Ouais, mais en fait, si on met tout ça bout à bout, en réalité, tu respectes pas ton plan. Tu t'es donné beaucoup d'excuses là. Tu t'es pas au maximum de tes possibilités. Mais pour atteindre le maximum des possibilités, faut être extrêmement au clair avec soi-même sur ce qu'on attend et le pourquoi on fait les choses. Et puis, il faut prendre du plaisir à faire des choses qui sont par nature pas très plaisantes et pas très faciles. L'entraînement, c'est dur. La préparation physique, c'est dur. Et la préparation mentale, c'est dur aussi. Et il faut effectivement y trouver une certaine forme si ce n'est de plaisir, au moins d'intérêt. Et donc, ça nécessite effectivement de renouveler la créativité. Moi, je pense qu'il y a trop de gamins, on dit souvent, et particulièrement en France, mais c'est pas vrai qu'en France. On a plein de gamins qui sont bons, petits, puis après 14, 15 ans, 16 ans, ils s'arrêtent parce que c'est trop dur, parce que ils ont plus l'envie, parce que voilà, il faut aussi trouver ce truc qui renouvelle l'envie en fait. Ouais, je pense que la créativité, c'est ce qui va leur permettre de renouveler de façon régulière leur motivation, leur envie de participer. Et puis après, c'est aussi de toute façon des étapes de développement. L'approche mentale qu'on peut avoir, elle est pas la même à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 24, 26, 28 ans. Il faut aussi renouveler cette connaissance de soi. Et ce qu'on s'était dit au début du parcours, et je le
je le dis par rapport à des enfants, mais c'est vrai aussi par rapport à des un peu moins jeunes dans le milieu des parasports. On va avoir beaucoup de gens qui démarrent le sport de haut niveau assez tardivement dans leur parcours de vie. Certains, ils arrivent dans le sport de haut niveau à 20, 25 ans, 30 ans, sans avoir été préalablement formés. Alors il y en a qui ont des superbes prédispositions mentales d'un point de vue de l'engagement, d'un point de vue de l'envie, de la motivation. Puis le fait d'avoir rencontré aussi des choses dures, violentes même parfois dans leur parcours, ça a pu décupler leur motivation et leur envie, mais en même temps la participation enfin leur éclosion, on va dire, en tant qu'athlète de haut niveau, elle se fait de manière concomitante à un travail de deuil qui accompagne le handicap et la survenance du handicap. Et donc comme dans tous ces parcours-là, on passe par des étapes et donc il faut aussi savoir accompagner chacune de ces étapes-là, et c'est quelque chose qu'on évoque souvent avec Michael Jérémias, qui est sans doute un garçon que tu connais aussi, et on s'est connus assez jeunes dans nos parcours sportifs respectifs, puis on s'est jamais vraiment quittés d'un point de vue amical, et en fait on a regardé l'un chez l'autre cette évolution par rapport au parcours de deuil relatif au handicap notamment, et évidemment moi quand je le regarde aujourd'hui, je me dis qu'il porte pas du tout le même regard sur ce qu'il fait, sur ses performances, sur ce qu'il est en tant que ancien athlète, en tant qu'homme également, par rapport aux garçons de 20, 21 ans, 22 ans que j'ai vu arriver moi dans le milieu du tennis alors qu'il avait eu son accident 12 mois auparavant. Et évidemment, il est passé par toutes ces étapes aussi d'acceptation, de cicatrisation et ensuite de retour dans une nouvelle forme de norme ou de normalité ou de quotidien pour lui. Et tout ça, ça a un impact sur la performance sportive et sur l'approche mentale qu'on peut avoir de la performance. Donc c'est encore tout un champ là aussi qui est à travailler. Alors du coup, Florence, on arrive sur du coup la fin de l'épisode, et je voulais te remercier pour le temps que tu nous as accordé, et je voulais te laisser le mot de la fin pour si tu as quelque chose à rajouter pour venir clôturer cet épisode. Merci à toi déjà de m'avoir accueilli, et puis non, moi je peut-être vous laisser avec cette philosophie que j'ai dans la vie, qui me vient justement de mon grand-père pilote, qui disait toujours au-delà des nuages, le soleil brille toujours. Et moi, je sais que ça a été toujours une source de motivation, ou une phrase qui m'a beaucoup portée et sur le court de tennis, mais aussi dans les moments plus délicats de ma vie et de mon parcours. Donc voilà, c'est une phrase que j'aime bien partager. Écoute, merci beaucoup Florence pour ton temps. J'invite les auditeurs qui nous écouteront aussi à aller découvrir ton livre, que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur la liste de tous les livres que j'ai à lire. Et je mettrai dans les liens la possibilité d'aller le trouver. Merci Florence. Merci à toi. Écoute, merci encore, et à très bientôt. À bientôt. Bonne année 2022. Merci beaucoup. Bonne année à tous. À bientôt. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que cet épisode t'a certainement plu. Alors, merci d'abord pour ton écoute et ta fidélité. Et pour te remercier, je t'offre un cadeau. 30 minutes de coaching avec moi pour t'aider sur le sujet que tu souhaites. Pour obtenir ton cadeau, laisse un avis et un commentaire sur Apple Podcast via iTunes, et fais une copie d'écran, tu me l'envoies, je te la partage dans la foulée sur mes réseaux sociaux, et je te contacte également pour que tu me parles de ton mental. Bye bye à toutes et à tous, on se retrouve très prochainement pour un prochain épisode.